En 1965, 70% des Singapouriens vivent dans la misère. 60 ans plus tard, le patrimoine moyen d'un habitant de la cité-État culmine à 330 000 €. Alors comment un ancien bidonville a-t-il orchestré l'ascension économique la plus fulgurante de l'histoire ? Laissez-moi vous conter l'histoire du pays qui s'est vengé en devenant riche. Le 9 août 1965, le Premier ministre de Singapour annonce que le Parlement malaisien a voté l'expulsion à 126 voix pour et 0 contre. La Malaisie avance que la population majoritairement chinoise de Singapour crée de graves tensions entre les différentes ethnies qui composent l'île. Après seulement 2 ans au sein de sa fédération, la Malaisie préfère se débarrasser du problème plutôt que d'avoir à le gérer. Singapour est donc forcé à prendre son indépendance, une première mondiale. Là où beaucoup de nations en rêvent, Lee Kuan Yew en pleure. Pour lui, son pays n'est pas prêt à survivre seul. Would you mind if we stop for a while? Les Singapouriens vivent dans des kampangs, des maisons de fortune faites de bois et de tôle. Les familles cuisinent au charbon et partagent des toilettes publiques entre dizaines de voisins. Les incendies ravagent régulièrement les quartiers populaires surpeuplés. La tuberculose et la dysenterie déciment la population et l'espérance de vie est de 65 ans contre 71 ans en France. Le chômage touche 14% des Singapouriens, plus du double de la Malaisie. Coup de massue final, l'armée britannique qui employait des nombreux Singapouriens vient d'annoncer le retrait de sa base militaire. C'est un drame. 1 habitant sur 2 est illettré. Singapour n'a ni de pétrole, ni de gaz, ni de minerais. Son terrain est marécageux, petit, et donc la ville ne dispose pas non plus de terres cultivables. Chaque goutte d'eau potable est importée de Malaisie. La corruption gangrène la police et l'administration. Et il semble que le seul moyen pour la région de s'enrichir serait tout simplement un miracle. En 1965, le PIB par habitant atteint péniblement 516 $ par an. Aujourd'hui, il dépasse 90 000 $, un montant plus élevé que celui des États-Unis. Ironie du sort, un Singapourien est en moyenne 7,5 fois plus riche qu'un Malaisien. Un Singapourien sur 25 est millionnaire. La ville compte plus de 240 000 millionnaires, plus de 300 centimillionnaires et une trentaine de milliardaires pour une population d'à peine 6 millions d'habitants. La fiscalité est particulièrement attractive avec un impôt sur le revenu de 24% maximum crée un effet d'attraction exceptionnel. En 2023, plus de 3400 grandes fortunes ont emménagé à Singapour. C'est la 4e ville du monde qui accueille le plus de personnes fortunées, derrière New York, San Francisco et Los Angeles. Singapour, c'est aussi le premier pays mondial au classement PISA 2022 qui évalue le niveau scolaire des élèves. Le pays est premier en mathématiques, en sciences, en compréhension de texte et en résolution de problèmes. Je l'ai moi-même brièvement vécu de l'intérieur puisque j'ai étudié un semestre à Singapour. Le modèle éducatif est ultra compétitif. Les élèves subissent une pression énorme pour être dans le top de leur promo. Mais ce sacrifice aide Singapour à maintenir un taux de chômage très bas, 3%. Ce chiffre représente quasiment le plein emploi et 2 fois moins que la moyenne mondiale. Selon un rapport Gallup, 98% des habitants disent se sentir en sécurité en marchant seuls la nuit. C'est également un record mondial. Singapour affiche les taux d'homicide et de vol les plus bas de la planète. Elle offre ainsi une sécurité physique exceptionnelle, bien loin de la réalité des grandes métropoles européennes ou américaines. En plus d'être riches, les Singapouriens bénéficient d'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Cela leur permet d'atteindre une espérance de vie de 83 ans, comparable à celle de la France. Mais l'île n'est pas seulement un paradis ultra stable pour les riches. C'est aussi un pays qui a su exploiter à merveille les avantages de son emplacement géographique très stratégique. Singapour se situe exactement à l'entrée du détroit de Malacca, la route maritime la plus courte entre la Chine et l'Europe, entre le Moyen-Orient et l'Asie. Chaque année, 30% du commerce maritime mondial passe par ce détroit. Concrètement, un navire arrive ou repart toutes les 3 minutes du port de Singapour. Chaque année, ce sont 3 500 milliards de dollars de marchandises et 100 000 navires qui empruntent cette route. Selon DNV, l'organisme qui classe les ports mondiaux, le port de Singapour est le mieux géré au monde, tous critères confondus. C'est le plus rapide, le plus fiable et le plus moderne, devant Shanghai et Rotterdam. En 2024, le port a traité plus de 41 millions de conteneurs et plus de 620 millions de tonnes de marchandises. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, Singapour a lancé la construction d'un nouveau terminal en 2022, Tuas Port. L'objectif, c'est de rendre le port de Singapour 100% autonome avec des grues et des véhicules sans conducteur. Prévu pour 2040, il a pour objectif d'atteindre une capacité de traitement de 65 millions de conteneurs par an. Mais ce qui fait de Singapour un port si stratégique, c'est qu'il s'agit en réalité de la plus grande station-service au monde. Je vous le disais en préambule, l'île n'a aucune ressource naturelle. Mais cela ne l'empêche pas d'importer du pétrole brut,
de le raffiner et de le revendre. Avec une capacité de raffinage d'environ 1,4 million de barils par jour, Singapour fournit 5 fois plus de carburant que le deuxième port mondial. La Chine fait transiter 80% de son pétrole par le détroit de Malacca et Singapour en contrôle l'entrée. À l'arrivée, un tiers du pétrole mondial transporté par les mers passe par le port de Singapour. Tous les géants asiatiques, dont font partie le Japon et la Corée, dépendent aussi de ce passage pour leur importation d'énergie. En 2024, le port a vendu plus de 55 millions de tonnes de carburant, un record historique. Mais Singapour, c'est bien plus qu'une simple plateforme maritime. L'île a profité des troubles politiques à Hong Kong pour devenir le premier centre financier d'Asie et le 3e mondial juste derrière New York. Reconnu pour sa stabilité et son environnement financier extrêmement attractif, Singapour gère plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs. JP Morgan, UBS, BNP Paribas, c'est simple, toutes les grandes banques mondiales y sont. C'est aussi devenu la plaque tournante du marché des changes en Asie avec plus de 900 milliards de dollars de transactions tous les jours. Vous commencez à le comprendre, ceux qui ne voulaient pas de Singapour hier font maintenant la queue pour y travailler et y investir. Mais comment expliquer cette ascension fulgurante ? En fait, la renaissance de Singapour n'a rien à voir avec le hasard. Elle est même le fruit d'une reconstruction méthodique. Face à la catastrophe de 1965, les Singapouriens ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Mais le Premier ministre Lee Kuan Yew décide que son pays doit s'en sortir, coûte que coûte. Il se tourne alors vers son conseiller de l'ombre, l'économiste néerlandais Albert Winsemius. Envoyé par l'ONU depuis 1961, il dirigeait déjà une mission d'experts afin de produire des recommandations pour le développement de l'économie de Singapour. Mais cette fois, l'urgence est totale. Alors que le nationalisme saisit toute l'Asie du Sud-Est post-coloniale, son plan pour Singapour peut se résumer en quelques mots. Oubliez l'idéologie, oubliez le nationalisme. Si vous voulez que Singapour survive, rendez-le irrésistible pour les entreprises étrangères. Maintenez les taxes au plus bas, battez-vous contre la corruption. Garantissez la stabilité. Nettoyez l'île de haut en bas, pas d'émeutes, pas de déchets, pas de taudis. Construisez des usines, formez vos travailleurs. Si vous faites ça, les multinationales viendront. Dans les années 60, il est courant qu'un pays fraîchement indépendant déboulonne ses statuts coloniales et nationalise les entreprises étrangères. Des décisions évidemment populaires à l'époque, mais qui envoient aussi un message désastreux aux investisseurs étrangers et freinent donc le développement économique. Si on exproprie aujourd'hui, qui dit qu'on ne recommencera pas demain ? Afin d'accélérer la venue des capitaux américains et européens, Winsemius pose alors 2 conditions. La première, ne jamais toucher à la statue de Stamford Raffles, le fondateur colonial britannique. Avec ce geste symbolique, Singapour envoie un signal fort aux investisseurs occidentaux. Le signal, c'est qu'il n'y a pas un État révolutionnaire nationaliste et qu'en investissant ici, l'argent des étrangers est en sécurité. Concrètement, en améliorant le climat des affaires, Singapour se rend irrésistible pour les capitaux des investisseurs étrangers. Et cet argent, c'est un instrument pour permettre au pays de se développer. La deuxième condition, éliminer les communistes du gouvernement. À l'époque, le Parti communiste est puissant à Singapour et Lee Kuan Yew s'est même allié avec eux pour prendre le pouvoir en 1959. Mais il accepte les 2 conditions sans hésiter et suit scrupuleusement le plan. Afin de transformer l'île en paradis pour les multinationales, Lee Kuan Yew supprime tout ce qui peut freiner les investisseurs. Il facilite l'administration en créant l'Economic Development Board, un guichet unique pour les entreprises qui veulent s'installer. Les entreprises étrangères qui apportent des technologies ou des capitaux peuvent bénéficier du Pioneer Status, un statut d'exception qui leur permet de payer 0 impôt sur les sociétés, et ce pendant 10 ans. Cette obsession historique pour la facilitation des affaires a permis à Singapour de se hisser parmi les pays où le climat des affaires est le plus favorable. À Singapour, l'administration est complètement digitalisée. Il est possible de créer une entreprise en moins de 48 heures pour 200 € de frais administratifs. Afin de rassurer encore plus les investisseurs anglo-saxons, le droit est basé sur le common law britannique. Séduites par le cadre attractif, les premières multinationales arrivent. Texas Instruments, la fameuse entreprise qui crée des calculettes, ainsi que National Semiconductor. Dans les années 70, les puces sont conçues aux US, mais assemblées et testées à Singapour avant d'être vendues dans le monde entier. Dans les années 80, l'île monte en gamme. Lee Kuan Yew fait tout pour transformer ses ouvriers en ingénieurs. L'île devient peu à peu le premier producteur mondial de disques durs. Puis, les chaînes de montage laissent place aux tours de bureaux. Aujourd'hui, Singapour est toujours l'un des leaders de l'électronique de pointe et des industries à forte valeur ajoutée. Dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, la corruption est systémique. Lee Kuan Yew le sait, cette corruption fait fuir les investisseurs. Singapour doit se différencier. Alors, le pays met en place une tolérance 0. Il renforce le Bureau d'investigation des pratiques corrompues, le CPIB en anglais. Cette institution est une agence d'État indépendante avec des pouvoirs de police, une sorte de FBI anticorruption. Elle peut arrêter n'importe qui sans mandat,
que ce soit un ministre, un juge et même des membres de la famille du Premier ministre. L'agence, qui peut aussi saisir des biens, rapporte directement au chef du gouvernement. En parallèle, Lee offre aux fonctionnaires les salaires les plus élevés au monde. La logique est très simple. S'ils sont bien payés, ils n'ont aucune raison de voler. D'ailleurs, le Premier ministre singapourien gagne aujourd'hui 1,6 million de dollars par an. C'est 10 fois plus que le salaire du président français. Les ministres, eux, gagnent environ 1 million de dollars par an. En 1986, le ministre du Développement national, Tee Chang-wan, est accusé d'avoir accepté 1 million de dollars de pot de vin. Même si c'est un ami proche de Lee Kuan Yew, le CPIB enquête immédiatement. Avant même son procès, Tee Chang-wan se suicide. Il laisse une lettre d'adieu à Lee Kuan Yew. En tant que gentleman oriental honorable, je sens qu'il est juste que je paye la peine la plus élevée pour mon erreur. La réaction de son ami Lee est glaciale. Personne n'est au-dessus des lois. Cette intransigeance a permis à Singapour de se hisser au 3e rang des pays les moins corrompus au monde, juste derrière le Danemark et la Finlande. La 3e étape du plan consiste à lancer un programme massif de construction de logements publics, le HDB, Housing Development Board. Près de 80% des Singapouriens vivent dans ce type de logement. Mais contrairement au HLM français, ces logements neufs sont destinés à l'achat. Ils sont vendus aux citoyens à des prix en moyenne 20 à 30% inférieurs au marché. Concrètement, un appartement familial standard va coûter 400 000 dollars singapouriens. Ce même appartement vaut en réalité 600 000 dollars. En plus de cela, les Singapouriens peuvent bénéficier de subventions pouvant atteindre plus de 100 000 dollars singapouriens pour les primo-accédants. En réalité, vous ne possédez l'appartement que pendant 99 ans. En termes juridiques, c'est ce qu'on appelle un bail amphithéotique. En clair, vous achetez le droit d'habiter dans cet appartement pendant 99 ans, mais le terrain appartient toujours à l'État. À la fin du bail, la valeur de votre appartement tombe à zéro et retourne au gouvernement. Pour financer les achats, Lee crée le CPF, le Central Provident Fund. 20% des salaires de chaque Singapourien est prélevé à la source et l'employeur ajoute 17% supplémentaires. Au total, 37% du salaire est automatiquement mis de côté sur un compte bloqué. Cette épargne forcée peut être utilisée pour des raisons strictement encadrées par l'État. Par exemple, acheter un appartement HDB, payer ses dépenses de santé ou financer sa propre retraite, puisqu'il n'y a pas de retraite par répartition. L'obsession de Lee Kuan Yew, c'est l'intégration. Afin d'éviter les ghettos ethniques, chaque immeuble doit donc respecter des quotas ratios extrêmement stricts. Les différentes ethnies sont réparties proportionnellement à la démographie nationale. Impossible d'acheter si le quota de votre ethnie est déjà atteint dans l'immeuble. Une politique d'intégration forcée unique au monde. Lee Kuan Yew l'a dit lui-même, donner un bien à chaque citoyen, c'est lui donner une raison de défendre le pays. Un propriétaire ne fait pas la révolution. Le calcul est politique. Un propriétaire a quelque chose à perdre. Un propriétaire vote pour la stabilité. Un propriétaire est loyal au système qui lui permet d'acquérir son bien. Plus de 90% des Singapouriens sont propriétaires de leur logement, l'un des taux les plus élevés au monde. Grâce à son développement économique fulgurant et malgré un taux d'imposition moyen très bas, Singapour génère rapidement des excédents budgétaires. Mais le gouvernement ne va pas les utiliser pour couvrir les dépenses courantes. Il va les investir pour faire croître le capital à long terme. En 1974, il crée Temasek Holdings en référence à l'ancien nom de l'île, Tumasik, dérivé du malais Tasik qui signifie lac ou mer. Au début, cette agence a pour objectif de soutenir l'économie locale en investissant dans des entreprises nationales stratégiques. C'est un peu l'équivalent singapourien de l'agence des participations de l'État en France. Temasek investit alors dans Singapore Airlines, DBS, Singtel, mais rapidement, le fonds se diversifie aussi dans des entreprises internationales. Son rendement annualisé depuis sa création s'établit à environ 14% sur 50 ans. Sur la période, il surperforme le S&P 500 de 2 points par an. En 1980, face à l'accumulation de réserves, le gouvernement décide de créer un nouveau fonds, le Government of Singapore Investment Corporation, ou GIC. L'objectif, c'est d'investir uniquement les réserves à l'international dans les classes d'actifs variées, actions, obligations, immobilier. L'existence de ces fonds est stratégique pour l'État, puisque jusqu'à 20% de son budget annuel provient de leur rendement. Selon l'ONG Global SWF, les fonds souverains de Singapour, le GIC, Temasek et le fonds de pension CPF totaliseraient entre 1600 et 1800 milliards de dollars d'actifs. Si on divise cette valeur par le nombre d'habitants qui ont la nationalité singapourienne, chacun possède virtuellement 500 000 dollars. Mais le montant exact détenu par le GIC est un secret d'État. Le gouvernement explique que révéler le chiffre faciliterait les attaques spéculatives sur le dollar singapourien. Le marché saurait exactement combien de munitions Singapour a pour défendre sa monnaie. Singapour nous enseigne que construire sa propre richesse demande de la méthode et du temps. Mais sans les bons outils, c'est quasiment mission impossible. Pour vous aider à y voir plus clair, j'ai créé Finari.
Finari, c'est l'application qui vous permet de suivre l'ensemble de votre épargne au même endroit. Compte bancaire, livret, actions, immobilier, crypto et bien plus encore. Notre scanner de frais vous alerte sur les placements que vous pouvez optimiser et le scanner de diversification vous aide à mieux répartir votre épargne. Et le scanner d'abonnement vous aide à éliminer les mauvaises dépenses. Mais assez parlé de Finari, retournons à Singapour. Lee Kuan Yew est convaincu que sans ressources naturelles, la seule richesse de Singapour, ce sont ses habitants. Comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve 3 grandes communautés. Des Chinois, en large majorité, des Malais et puis des Indiens en minorité. En 1964, les violences entre Chinois et Malais ont fait 23 morts et des centaines de blessés. C'est en partie cette situation intenable qui avait poussé la Malaisie à expulser Singapour. Lee Kuan Yew tire des leçons de cet événement et décide de transformer une faiblesse apparente en force collective. Afin d'unifier la nation, mais aussi attirer des industries de pointe, il faut une population éduquée et une langue commune, l'anglais. Lee investit alors massivement dans l'éducation. Le système méritocratique qu'il a en tête est ultra compétitif et génère une population de travailleurs hautement qualifiés. C'est ainsi que Lee Kuan Yew veut créer le meilleur futur pour son pays. Afin de comprendre comment il réfléchit, il faut comprendre d'où il vient. Lee Kuan Yew est né en 1923 dans une famille sino-singapourienne de classe moyenne. Il fait ses études à la prestigieuse université de Cambridge, au Royaume-Uni, où il obtient un diplôme de droit avec la mention Double First, une distinction rare. En 1959, à seulement 35 ans, il devient le premier ministre de Singapour. Pragmatique jusqu'à l'obsession, Lee cherche à appliquer seulement ce qui marche. Il est traumatisé par l'idée que Singapour peut mourir à tout moment. Cette paranoïa vient de son expérience de l'occupation japonaise. Il avait failli mourir lors des massacres de Sukching en 1942. Pour lui, seul le pouvoir protège. Seule la force garantit la survie. Sa doctrine, dans un monde où les gros poissons mangent les petits poissons et où les petits poissons mangent les crevettes, Singapour doit devenir une crevette venimeuse pour survivre. Chaque décision qu'il a prise, attirer les multinationales, écraser la corruption, construire des logements, investir les excédents, tout découlait d'une même idée lancinante, ne pas mourir. Mais cette obsession a un prix et les Singapouriens doivent le payer. Singapour est un pays où les habitants sont plus riches qu'au Luxembourg, mais ils vivent aussi dans un pays où l'on peut être fouetté pour un graffiti. Dans cette cité-État, importer ou vendre du chewing-gum est interdit depuis 1992. La raison officielle, les chewing-gums bloquaient les portes du métro. Jeter un papier par terre peut vous coûter jusqu'à l'équivalent de 650 € d'amende. C'est la même chose si vous êtes pris à cracher sur le trottoir. Si vous transportez un durian dans le métro, un fruit qui sent extrêmement fort lorsqu'il est coupé, vous vous exposez à une amende de 330 €. Même nourrir les pigeons est passible d'amende. Les Singapouriens ont un surnom pour leur ville, Fine City. Le jeu de mots fonctionne en anglais, fine signifie à la fois amende et bien. Certaines peines impliquent même des punitions physiques. En 1994, un Américain de 18 ans nommé Michael Fay a été condamné à 6 coups de canne pour avoir tagué des voitures. Même le président Clinton n'aura pas réussi à faire annuler la peine. Singapour a réduit la peine à 4 coups, mais l'a maintenue. Le message était clair, personne n'échappe à la loi singapourienne. Pour les trafiquants de drogue, la peine de mort est appliquée sans exception. D'ailleurs, Singapour figure parmi les pays qui exécutent le plus au monde. L'écrivain William Gibson, père du mouvement cyberpunk, a trouvé le surnom parfait pour Singapour, Disneyland avec la peine de mort. Sur le papier, Singapour est une démocratie. Des élections ont lieu régulièrement. Mais en mai 2025, le parti au pouvoir a remporté 87 sur les 97 sièges du Parlement. Ce parti, c'est le PAP, le People's Action Party, fondé par Lee Kuan Yew et au pouvoir depuis 1959. Cette mainmise sur le pouvoir est soigneusement orchestrée. Les opposants politiques sont systématiquement poursuivis en justice. Les procès sont ruineux, ce qui interdit de se présenter aux élections. Par exemple, l'avocat JB Jeyaretnam, figure de l'opposition, a été poursuivi des dizaines de fois, ce qui l'a ruiné et l'a fait radier du barreau. Une autre figure de l'opposition, Chia Tepo, a été détenu 32 ans sans procès de 1966 à 1998. C'est plus que Nelson Mandela. L'étouffement systématique de l'opposition est rendu possible par l'Internal Security Act, hérité des Britanniques, une loi qui permet la détention indéfinie sans jugement. Lee Kuan Yew a régné pendant plus de 30 ans en tant que Premier ministre, de 1959 à 1990. Entre 1990 et 2004, c'est Goh Chok Tong qui lui succède. Mais Lee Kuan Yew reste senior minister dans son gouvernement et garde une influence énorme sur les décisions stratégiques. Goh est vu comme un chef de transition avant que son fils, Lee Hsien Loong, ne devienne Premier ministre de 2004 à 2024. L'épouse de ce dernier, Ho Ching, a dirigé Temasek pendant plus de 20 ans. Depuis 2024, c'est Lawrence Wong qui a pris le pouvoir et c'est le premier Premier ministre sans lien direct avec la famille. Reporters sans frontières explique que Singapour est l'antinomie de la liberté de la presse. Ici, le pays se classe 123e sur 180.
Deux groupes contrôlent tous les médias du pays. Singapore Press Holdings pour les journaux et Mediacorp pour la télévision et la radio. Les deux groupes sont intimement liés au gouvernement. Les quelques sites indépendants qui continuent d'exister pratiquent l'autocensure et évitent de donner des informations qui pourraient lui déplaire. Ceux qui ne le font pas, comme The Online Citizen en 2021, sont contraints de fermer. Les journalistes le savent, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Critiquer Lee Kuan Yew ou remettre en cause le PAP est extrêmement risqué. Depuis 2019, la loi POFMA permet au gouvernement d'exiger des corrections sur les contenus qu'il juge faux. Elle est régulièrement utilisée contre l'opposition. Les Singapouriens ont un salaire médian après cotisation retraite de 3 800 € par mois. Mais en réalité, ils doivent faire face à de nombreuses dépenses à cause d'un système social plus que limité. Ce système ne propose ni allocation chômage, ni remboursement de santé. Singapour est régulièrement classé parmi les villes les plus chères au monde, à égalité avec Zurich. D'ailleurs, dans cette ville, un permis de conduire ne suffit pas pour immatriculer un véhicule. Il faut aussi acheter un COE, un Certificate of Entitlement, valable seulement pendant 10 ans. Son prix fluctue entre 90 000 et 120 000 $ singapouriens, soit entre 60 et 80 000 €. Résultat, s'offrir une Toyota Corolla neuve vous coûtera environ 170 000 $ singapouriens, soit à peu près 125 000 €. C'est 6 fois plus que le prix aux États-Unis. C'est ce qui explique d'ailleurs que seulement un tiers des ménages possèdent une voiture. La raison du certificat, c'est que Lee Kuan Yew voulait absolument éviter les embouteillages. Sur une île qui fait seulement 736 km², avoir une voiture, c'est un luxe. La contrepartie, c'est un réseau de transport en commun parmi les meilleurs au monde, mais aussi une vitrine spectaculaire avec l'aéroport de Changi, élu 12 fois meilleur aéroport du monde avec sa cascade intérieure de 40 mètres et sa forêt tropicale. Singapour affiche un coefficient de Gini d'environ 0,43, soit l'un des niveaux d'inégalité les plus élevés parmi les pays développés. Dans l'ombre, 1 million de migrants défavorisés construisent les magnifiques buildings de Singapour, parfois pour moins de 1 000 $ singapouriens par mois. Ils vivent dans des dortoirs surpeuplés, n'ont ni accès au logement HDB, ni aux avantages réservés aux citoyens. Devant l'afflux de riches étrangers qui viennent s'installer, l'immobilier privé singapourien est désormais le plus cher d'Asie-Pacifique, devant Hong Kong. Par effet d'entraînement, même les logements HDB, dits abordables, atteignent des prix vertigineux sur le marché secondaire. Lee Kuan Yew a sacrifié la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté politique. Pourtant, à sa mort, en mars 2015, 2 millions de Singapouriens ont fait la queue sous la pluie pour lui dire adieu. En réalité, l'homme fort de Singapour leur a offert quelque chose d'inestimable, la prospérité. L'histoire de Singapour prouve qu'un pays sans ressources peut devenir fabuleusement riche, mais pas sans sacrifice. Lee disait « On m'accuse souvent d'interférer dans la vie privée des gens. Oui, si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui. » Singapour a eu à sa tête un leader visionnaire d'un pragmatisme froid, autocratique, sans idéologie et désintéressé. Lee Kuan Yew a gouverné pendant 31 ans. La stabilité engendrée par ce long règne a permis une planification sur plusieurs générations. Mais le modèle singapourien est-il réellement exportable ? Tout d'abord, il faut se rappeler que Singapour est un petit pays avec seulement 6 millions d'habitants, ce qui permet de l'organiser beaucoup plus facilement. Situé pile au niveau du détroit de Malacca, la position géographique de Singapour est aussi extraordinairement bénéfique. Enfin, durant la seconde moitié du XXe siècle, la guerre froide poussait les capitaux occidentaux à chercher des alliés. Le boom économique asiatique battait non seulement son plein, mais contrairement à ses voisins, Singapour n'a jamais cédé au court-termisme et a su se rendre particulièrement attractif pour le monde développé. En bref, la cité-État est au bon endroit au bon moment et a su s'organiser pour en tirer le meilleur parti. Quelque part, on peut dire que Lee Kuan Yew, c'est le PDG de l'entreprise Singapour. Depuis 10 ans, l'île n'est plus gérée par une logique de visionnaire, mais plutôt par des technocrates compétents. Sans son patriarche, la cité-État continue de tourner comme une horloge suisse, et la transmission du pouvoir vers Lawrence Wong en 2024 s'est déroulée sans accroc. Cependant, Singapour fait face aux mêmes défis que toutes les économies très développées. Le vieillissement de sa population et la transition énergétique. Le taux de fertilité est tombé à 0,97 parmi les plus bas au monde, sachant qu'il faut 2,1 à minima pour maintenir une population. Pire, la montée des eaux menace une ville construite au niveau de la mer. Mais le défi le plus crucial est géopolitique. Singapour s'est inspiré de la neutralité suisse et a prospéré en accueillant les investissements américains et les sièges régionaux des entreprises chinoises. Mais si Washington ou Pékin forcent le monde à choisir un camp, Singapour se trouvera face à un choix impossible. 67% des Singapouriens ont une opinion favorable de la Chine et 63% font confiance à Xi Jinping. Mais si les États-Unis imposent des sanctions à Singapour et l'empêchent d'utiliser le dollar, la cité-État risque très gros. Plus de 400 milliards de dollars d'investissements américains sont parqués sur son territoire. Au total, 200 000 emplois dépendent directement des entreprises américaines. Dans un monde polarisé, la cité-État qui a bâti sa fortune sur l'ouverture pourrait bien en finir par être la victime. Si vous faites partie des 17 000 personnes qui nous ont regardés depuis Singapour sur les 3 derniers mois, dites-le moi dans les commentaires.
Et si vous voulez voir comment un autre pays a construit un système parfait, regardez cette vidéo sur la Suisse.